question du jour. Et pour une fois, on est un petit peu un chouïa en retard, non pas dans le timing, mais dans la question du jour, ma chère Lise, parce que les Iraniens ont répondu avant nous. La question du jour était la suivante. L'Iran va-t-il céder à la pression internationale sur son programme nucléaire ? On a vu depuis hier soir ou cette nuit que l'Iran a accepté des négociations, mais figurez-vous que ça va à l'encontre de ce que pensent nos auditeurs, puisqu'ils étaient 100% sur X à penser que non. 80% à penser que non sur Insta et 79% à penser que non sur Facebook. Alors, on va se mettre le nez dans ce que vous savez et on va voir avec Gérard Vespierre ce que lui en pense et quelles seront les conséquences de cette acceptation de l'Iran de participer à des nouvelles négociations. Didier, je ne suis pas d'accord avec vous parce que la question était l'Iran va-t-il céder à la pression internationale sur son programme nucléaire ? C'est pas faux. Revenir à la table des négociations pour l'Iran, comme Gérard va sans doute nous l'expliquer, ça n'est aucunement céder à la pression ni arrêter son programme nucléaire. Je vous rappelle qu'il négocie avec les Européens depuis des années et que ça ne les a jamais empêchés de continuer leur programme nucléaire. Ça, c'était une petite parenthèse. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour, ma chère Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bravo pour l'animation autour de la question. Ah ben oui, bien sûr, toujours. Question du jour, il faut bien que ça provoque un peu de débat, Gérard. Donc, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas à la table des négociations, est-ce que l'Iran va céder à la pression, va arrêter, freiner son programme nucléaire ou vous n'y croyez pas ? Écoutez, je pense que l'Iran est un peu pris entre le marteau et l'enclume, n'est-ce pas ? Parce que d'un côté, il y a effectivement les négociations qui ont repris avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le sous-directeur est attendu à Téhéran. Deuxièmement, comme vous venez de le souligner, il y a des négociations ou des entretiens à venir avec l'Europe. Et troisièmement, il y a toujours le marteau américain. Le président des États-Unis a dit très clairement si effectivement l'Iran reprenait un programme nucléaire, eh bien les États-Unis n'hésiteraient pas à envisager à nouveau des frappes sur les installations nucléaires. Donc voyez-vous, le décor est tout à fait planté et l'intérêt effectivement de l'Iran, c'est d'éviter que le retour des sanctions soit demandé par l'un des membres signataires du traité de 2015, car à ce moment-là, effectivement, l'économie iranienne qui est déjà en souffrance serait mise à genoux. Donc, au nom de cela, eh bien, il sera nécessaire, à mon humble avis, pour l'Iran de trouver un accord. Alors, est-ce que effectivement, difficile ou pas difficile, est-ce qu'ils ont vraiment envie de le trouver, cet accord, Gérard Vespierre ? Écoutez, il y en a eu en 2015, n'est-ce pas ? Il y a eu un accord autour d'un taux d'enrichissement de 3,63%, si mes mémoires est bonne, et qui a duré plusieurs années, jusqu'au 8 mai 2018, le jour où les États-Unis ont décidé, non pas l'Iran, n'est-ce pas ? Les États-Unis ont décidé d'en sortir. Et à ce moment-là, vous avez eu l'escalade des taux d'enrichissement, vous avez eu l'augmentation des stocks d'uranium très enrichis jusqu'à 60% et plus. Donc là, il y a cette rupture des accords nucléaires par les États-Unis, ouais, je n'invente rien, je ne fais que reprendre l'histoire, qui a provoqué cette inflation du programme nucléaire iranien. Alors, il y avait en contrepartie effectivement la mise en difficulté de l'économie iranienne et je pense que c'était effectivement l'objectif que les États-Unis visaient pour affaiblir le régime et in fine potentiellement faciliter son renversement. Vous ne pensiez pas que c'était un mauvais accord depuis le début, Gérard Vespierre ? Écoutez, un accord qui permet à une puissance qui veut se doter de l'arme nucléaire de maintenir son taux d'enrichissement à 3,63%, n'est-ce pas, qui est celui nécessaire à l'alimentation des centrales nucléaires électriques, donc là on est dans le nucléaire civil, eh bien était un accord, je dirais, acceptable, équilibré, d'ailleurs qui a été signé
par l'ensemble des grandes puissances avec l'Allemagne. Donc les choses étaient en l'état, mais le fait de sortir de cet accord permettait effectivement de créer des situations nouvelles et de déséquilibrer le régime iranien. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, Gérard, c'est que là, il y a une nouveauté du côté des Européens, c'est le timing. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des négociations avec pas spécialement de pression sur le moment dans lequel on doit trouver une solution. Là, normalement, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont dit rétablissement des sanctions si aucune solution n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici à fin août. On est le 15 août, ça laisse à peine 2 semaines de négociation. Est-ce que de manière réaliste, on peut y arriver? Écoutez, là, on revient à l'accord de 2015, n'est-ce pas? Effectivement, il y a ces fameuses clauses de snapback, c'est-à-dire sur la décision d'un seul membre signataire, eh bien, qui dénonce l'accord parce que l'Iran ne respecte pas ces termes, eh bien, il y a une remise en place des sanctions économiques. Et cela, c'est pour le 15 octobre. Donc, effectivement, on est dans une course contre la montre et contre l'atome, et donc militaire, et donc il y a cette pression du calendrier, et pour que les choses se mettent éventuellement en place, donc les sanctions, le retour, le snapback se mettent en place le 15 octobre, eh bien, il faut que une décision soit prise potentiellement avant la fin du mois, ou pour la fin du mois, et donc vous avez à ce moment-là l'échéance du 31 août. Alors, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec lequel au passage l'Iran a suspendu sa coopération, qui était déjà fort limitée, soyons honnêtes, disait cette semaine que l'Iran est l'unique pays non doté de l'arme nucléaire qui enrichit de l'uranium à un niveau élevé, c'est-à-dire au-delà de 60%. Quand on en est déjà là, est-ce qu'on peut vraiment freiner? Euh, je pense que si vous voulez, la stratégie de l'Iran, elle est globale. Je vais vous citer une phrase qui date, qui est assez étonnante parce qu'elle date du mois de mai 2018, justement quelques jours après que les États-Unis soient sortis de l'accord. Et eh bien, un Iranien important qui s'appelle Monsieur Natek Nouri, qui n'était autre que l'ancien président du Parlement iranien, ancien ministre de l'Intérieur, a eu cette phrase absolument extraordinaire. Il a dit: le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Ah bon? Le problème que nous avons, a dit Natek Nouri, est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Voyez-vous, la gesticulation nucléaire, la gesticulation économique entre le monde occidental et l'Iran n'est architecturée pas seulement sur le nucléaire, mais sur la capacité de ce régime à se maintenir, alors que, au fond, l'ensemble du monde occidental veut sa chute. Donc voilà vraiment, si vous voulez, le cœur du réacteur pour rester dans l'environnement nucléaire. Gérard, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier maintenant qui est évidemment lié à l'Iran tout de même, c'est celui de Liban. Donc Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, a rencontré à Beyrouth hier le patron de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, et il l'a remercié de son soutien constant de l'Iran face à Israël. Et là, le timing, évidemment, il est important, hein, comme toujours, hein. Le remercier de sa gratitude au moment même où le Liban essaye de se débarrasser un peu de l'Iran en lui parlant de souveraineté nationale et de désarmement du Hezbollah, ça va dans le sens inverse de ce que voudrait le Liban, non? Tout à fait. Et donc là, on peut mesurer le chemin parcouru depuis un an et depuis que, effectivement, Israël, le gouvernement, l'armée ont pris les décisions d'intervenir puissamment contre le Hezbollah. Souvenons-nous du mois de septembre de l'an dernier, donc vous voyez, il y a moins d'un an, où effectivement les attaques sur à la fois l'élimination du leader Nasrallah du Hezbollah, la suppression de milliers de cadres par l'explosion des fameux beepers et des talkie-walkie, et ensuite le bombardement de toutes les installations nucléaires du Hezbollah, ont réduit le Hezbollah d'une façon vraiment inimaginable il y a un an. Donc l'Iran est à la manœuvre pour essayer de sauver
premièrement son image, puisqu'elle a créé le Hezbollah il y a un peu plus de 40 ans, 1982, n'est-ce pas? Donc le temps passe, c'est le parrain, le père, le fondateur, et donc il se doit de donner assistance à l'enfant qu'il a créé, si je puis dire. Et donc, mais effectivement, dans cette situation-là, le Hezbollah est en train de négocier avec un peu le couteau sous la gorge avec le gouvernement libanais pour rendre ses armes, car la politique libanaise, appuyée puissamment par les États-Unis, est de faire en sorte que, enfin, in fine, le Hezbollah puisse rendre l'ensemble de son armement et que l'armée libanaise soit le seul détenteur dans un État libre et démocratique de la puissance militaire. Ce sera ma dernière question rapidement, Gérard Vespierre. Est-ce que vous pensez personnellement que effectivement le Hezbollah va être désarmé et que le Liban va quelque part se dégager de son emprise? C'est déjà fait sur le plan politique, donc il reste à franchir cette étape militaire. Je pense qu'on va commencer par la suppression des armements lourds et petit à petit, il faudra du temps, les choses ne vont pas être faciles. Il y a déjà eu des contrôles qui ont commencé et hélas, le Hezbollah avait piégé les stocks et donc 6 soldats libanais qui faisaient les inspections ont été tués. Donc voyez-vous, il y a ce rapport de force toujours avec la mort et le sang au bout du chemin. Donc ce sera un chemin difficile, mais la volonté libanaise politique et la volonté internationale est d'aller jusqu'au bout. Il y a trop de chemin qui a déjà été parcouru. Mais pour une fois que je vous trouve optimiste, ça me fait plaisir, Gérard Vespierre. Je suis toujours optimiste. Je vous souhaite une bonne journée, géopolitologue fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée, à très vite. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup Gérard Vespierre, merci à vous Lise. Je m'incline, 40-0 balle de match pour vous, bien sûr. Comme d'habitude d'ailleurs, serais-je tenté de dire. 8h57, la question du jour pour lundi. Messieurs, dames, la voici. Vous le savez, ce soir, heure belge, 21h30, il y aura un sommet en Alaska qui verra se rencontrer Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors, croyez-vous à une issue au conflit en Ukraine, suite notamment à cette rencontre, oui ou non? Après le sommet Poutine-Trump, croyez-vous à une issue au conflit en Ukraine? Eh bien, vous avez 3 jours pour répondre à la question, oui ou non. Et c'est sur Facebook, sur Insta et bien sûr sur X, si on en parle lundi matin aux alentours de 8h45. Pour l'heure, il est 8h58, on tourne une page de conseils et juste ensuite, on vous retrouve Lise avec Lucie Gilson pour le